Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet qui peut avoir des conséquences importantes sur la production fromagère, les bactéries thermoduriques. Thermoduriques, ça veut dire c'est des bactéries qui ont la capacité de résister à la pasteurisation. On peut en avoir dans le lait qui est reçu à l'usine, mais on peut aussi donner les conditions favorables à leur croissance dans nos procédés d'usine. Dans tous les cas, les fromages produits risquent d'être affectés. Pour nous en apprendre plus, nous avons la chance d'avoir le professeur Julien Chamberlain de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Ses fonctions de titulaire d'une chaire de leadership en enseignement et en technologie fromagère lui permettent de créer des contenus d'enseignement tout en développant ses thématiques de recherche au sujet de la variabilité des procédés et sur la durabilité. Julien a fait ses études de doctorat à Rennes dans le réseau des INRA, c'est-à-dire les Instituts nationaux de la recherche agronomique. Il apporte avec lui une vision moderne avec une touche personnelle qui va permettre à l'industrie fromagère d'affronter les défis d'avenir. Donc, ce qui démarque le plus Julien est sa passion pour le fromage avec un professeur aussi impliqué à la tête de la chaire. Je ne doute pas qu'il va être en mesure de former des étudiants motivés pour assurer la relève dans le domaine. Donc, je vais laisser la parole à Julien. Par contre, un petit peu avant, on a des consignes de bon fonctionnement pour le déroulement de la causerie. Je pense que je vais laisser Geneviève vous les énumérer. Oui, dans le fond, simplement fermez vos caméras et micros pendant que justement Julien va faire sa présentation. Vous allez être invité là, à 3 reprises à prendre la parole, à poser des questions qu'on va vous inviter à le faire. Vous allez pouvoir soit lever la main pour le faire ou l'écrire dans le chat, puis Marie va poser la question pour vous. C'est seulement ça les petites indications, mais n'oubliez pas de fermer votre micro, c'est surtout ça qui est important. Et pour vous mentionner aussi que la causerie sera enregistrée. Donc, si ça vous gêne de vous faire enregistrer, vous pouvez le poser sur le chat. Je vais vous surveiller et faire le message à Julien au niveau des questions. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Julien qui va vous parler de ce sujet qui me passionne pour ma part. Donc, vas-y, c'est à toi, Julien. Merci beaucoup, Maryse. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, surtout un beau groupe comme ça, 18 personnes. Je suis bien content de ça. Donc, le programme assez chargé aujourd'hui. J'ai divisé la présentation en 3 parties. Donc, avec une emphase sur les bactéries sporulentes dans les 2 premières parties. Puis à la fin, j'ai réservé un petit 10 minutes là, pour parler de 3 cas de figure, donc pour parler de d'autres thermorésistantes que les bactéries sporulentes. Donc, entre chaque bloc, période de questions ouverte. Donc, première partie, on va parler des bactéries sporulentes plutôt à la ferme. Par la suite, on va parler des bactéries sporulentes à l'usine pour terminer avec nos 3 cas de figure. Pour introduire le sujet des bactéries sporulentes, moi, j'aime beaucoup faire des liens avec la nature. Je suis un amoureux de la nature, vous allez le constater. En fait, on considère souvent la chaleur comme la meilleure façon de détruire des espèces indésirables, mais pourtant, il existe plusieurs mécanismes dans la nature pour préserver le vivant malgré des conditions de chaleur intenses. Je présente l'exemple du bleuetier, de l'épinette noire, du pin gris, qui sont 3 espèces pyrophiles qui se développent dans le froid, dans nos forêts boréales, mais qui ont besoin du feu pour se reproduire. En transformation laitière, on a l'idée que la pasteurisation détruit toute la microflore, mais principalement, vous le savez, elle cible la microflore pathogène. Donc, on sait que certaines espèces survivent, je dirais en exagérant pour le meilleur et pour le pire, mais aujourd'hui, je vais surtout parler du pire avec des exemples de bactéries qui survivent à la pasteurisation puis qui peuvent causer des défauts dans nos fromages. Donc, les bactéries sporulentes. C'est quoi une bactérie sporulente? C'est une bactérie qui est capable de produire une spore, comme son nom l'indique. Une spore qui est une copie d'elle-même située dans une coquille que je dirais très, 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 très résistante. En fait, la spore, c'est un peu l'assurance-vie de la bactérie sporulente. Quand la bactérie vit un stress intense, de la chaleur, un traitement thermique, un traitement chimique, ça va tuer la cellule végétative. Par contre, la spore va survivre. Puis lorsque l'environnement va redevenir favorable, par exemple, dans un fromage en affinage, la spore va germer, se développer comme si rien ne s'était passé. Donc, une bactérie sporulente, ça ressemble à ça. On voit bien là, en microscopie les noyaux au centre des cellules, qui sont les spores. Donc, des bactéries sporulentes, il y en a une grande diversité dans la nature. On en a des psychotrophes, des mésophiles, des thermophiles. Il y en a qui peuvent être aérobies, d'autres anaérobies, qui se développent seulement sans oxygène. Certaines souches sont
pathogènes dans les aliments, comme Clostridium botulinum, puis d'autres ont même des impacts positifs. Puis c'est le cas en agriculture. Je ne sais pas si vous avez des cultures d'ail chez vous. Ben, la teigne est arrivée, c'est le temps d'utiliser des produits comme le BT, qui est en fait une solution qui contient des spores que les chenilles vont manger puis qui vont mourir par la suite. Donc, ça, c'est pour les impacts positifs. Mais sinon, ben, dans l'industrie laitière, l'impact des spores est généralement très nuisible, qu'on pense à des bacillus, des géobacillus, des clostridium, qui ne sont pas des bactéries pathogènes, par contre, vont causer des soucis technologiques. Donc, les bacillus vont affecter la conservation des laits de consommation, les géobacillus, les anoxybacillus, qu'on a identifiés pour la première fois dans des geysers, donc qui sont des thermophiles, bon, qu'on peut dire extrémophiles, donc ils se développent à très haute température, qui vont se développer dans des tours de séchage. Sinon, ben, les clostridium, le sujet du jour, qui peuvent se développer dans les fromages, gonfler les fromages et générer des arômes qu'on n'aime pas bien. Donc, dans les fromages, il peut y avoir plusieurs espèces de Clostridium, la plus répandue étant Tyrobutyricum, mais il y en a d'autres qui vont se distinguer par leur caractère protéolytique ou non, bon, par leur résistance à différentes conditions. Donc, la problématique, comme on le mentionnait, c'est le gonflement, puis dans certains cas, donc les espèces plus protéolytiques comme Sporogenèse vont même vont même liquéfier en partie la pâte en plus de gonfler. Quand on parle des arômes, en fait, c'est que les Clostridium vont produire du butyrate. Si on va voir sur Wikipédia ou toute autre source, là, on parle d'odeurs déplaisantes. Je trouve ça très poli. C'est des odeurs qui sont très, très intenses, là, de vieux beurre, de vomi, de fromage trop lipolisé. C'est pour ça que ça génère des défauts importants. Comment est-ce qu'elle fait ça, Clostridium? À partir des molécules de lactate produits en cours de production. Donc, en affinage, les Clostridium vont utiliser le lactate pour produire du butyrate, du CO2 et de l'hydrogène. Puis pourquoi est-ce que le gonflement est si intense? C'est justement en raison de la production d'hydrogène, qui est beaucoup moins soluble que le CO2 dans l'eau. Donc, aussitôt qu'il est produit, va provoquer le gonflement de la pâte. Puis, bon, troisième point, bon, oui, vont créer des gonflements, vont créer des arômes qu'on n'aime pas beaucoup, mais le réel problème, c'est qu'elles sont. Donc, les spores, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, sont très résistantes à la chaleur. Donc, vont résister à des traitements de plus de 85 degrés, 5 à 10 minutes. Pour les gens qui ont fait de la science des aliments, ben, les Clostridium ont une valeur de D90 de 5 à 15 minutes. Ça veut dire que si on met notre lait contenant des spores de Clostridium tyrobutyricum à 90 degrés, ça va prendre de 5 à 15 minutes pour réduire la population d'un log. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est très résistant. Puis le problème, c'est que si on chauffe le lait à cette température-là, on va dénaturer nos protéines sériques qui vont se fixer à nos caséines puis qui vont grandement altérer les propriétés de coagulation. Pour vous donner un exemple d'un lait trop chauffé, si vous en avez peut-être sûrement déjà vu, un lait chauffé, à quoi ça ressemble? Ici, vous avez l'exemple d'un lait dans lequel on a ajouté le coagulant il y a plus d'une heure. Donc, ça fait tellement longtemps qu'il y a comme en surface, là, c'est comme si le lait avait commencé à former une petite croûte qui a séché. Donc, le lait prend énormément de temps avant de s'agréger dû à une trop grande hydratation des micelles de caséine en raison des protéines sériques qui sont attachées sur les micelles. Donc, on ne peut pas chauffer le lait pour se débarrasser de notre problème. C'est plus ça là, que je voulais vous dire. Donc, on a beau avoir des Clostridium dans notre lait, on peut faire une pasteurisation. Oui, on va détruire nos cellules végétatives. Par contre, on ne va pas détruire nos spores qui vont demeurer dans le fromage et vont se développer en cours d'affinage. Les conditions de croissance de nos Clostridium tyrobutyricum, je les ai listés. Les points importants, c'est que ce sont des bactéries anaérobies strictes, donc il faut une absence d'oxygène. Ils peuvent se développer à partir de 10 degrés, pH minimum 4,2, 4,8, mais qu'un optimum au-dessus de 5. Le ratio sel sur eau qui est très important. Donc, elle ne va pas se développer au-dessus de 5 à 6 de sel dans la phase aqueuse. Donc, j'ai une question pour vous. Vous pouvez y penser, pas besoin d'ouvrir vos micros. Selon vous, est-ce que tous les fromages ont la même susceptibilité au développement de Clostridium tyrobutyricum? Je suis certain que vous dites, ben non, tous les fromages sont différents, puis n'ont pas la même susceptibilité. C'est la bonne réponse. Donc, les facteurs de risque, c'est le pH élevé, un affinage à haute température, puis une faible teneur en sel. En regardant ça, on a des candidats parfaits pour le développement des spores. C'est les fromages délactosés, donc ils vont avoir les
pH les plus élevés, avec couverture propionique. Les bactéries propioniques ont besoin de chaleur pour se développer, donc en cave chaude. Puis en plus, sont sensibles au sel, donc il ne faut pas trop saler ces fromages-là. Puis en plus de ça, ben, si on sale nos fromages en saumure, ben là, on a toutes les conditions gagnantes pour développer nos Clostridium. Puis c'est pas ce qu'on veut, là, simplement pour dire que ce sont les fromages les plus à risque. Donc, pourquoi le salage en saumure est plus à risque? C'est parce que bon, quand on sale à sec, on sale à J0. Donc, par exemple, quand on fait un cheddar, on sale nos grains. Puis une fois que les grains salés sont en moule, ben, le fromage est déjà salé. Son sel sur eau à plus de 5 dès le départ. Quand on sale en saumure, ben, ça prend du temps avant que le sel pénètre jusqu'au cœur du fromage. Donc, au cœur du fromage, on se trouve en condition sans sel pendant un petit moment, ce qui donne du temps au spores de germer. Le salage à sec n'est pas une sécurité absolue, il faut dire. Quand on pense aux très grands fromages industriels là, de plus de 200-300 kg, ça prend du temps à refroidir. Donc, ici, même si on sale à sec, qu'on a un ratio élevé de sel sur eau, mais ça ne prend pas des gros écarts d'humidité pour causer des problèmes si on ne refroidit pas assez vite. Donc, voilà pour l'introduction à la problématique. Maintenant, je vais vous parler comment est-ce que les spores peuvent arriver dans le lait, puis par la suite se développer dans nos fromages. Donc, ici, là, c'est pas anodin, les séparations que dans le haut, j'ai mis une très grande partie à la ferme, une partie un petit peu plus petite à l'usine, puis une très, très petite partie en affinage. C'est parce que les spores proviennent de la ferme. Là, aujourd'hui, il y a peut-être des producteurs dans l'audience. Je ne veux pas taper sur le clou des producteurs ou tout mettre sur la faute des producteurs, mais quand même, il y a beaucoup qui peut être fait à la ferme pour réduire la problématique. Critère numéro 1 à la ferme, c'est les ensilages. Puis ça, il y a énormément de travaux qui sont faits en France, en Europe, comme au Québec, notamment, là, c'est en 2008, un feuillet qui avait été produit par Carole Lafrenière, Pascal Drouin et Annie Antoun. Donc, un guide qui avait été fait là, pour énumérer les différents critères à suivre pour réduire l'incidence des spores dans les ensilages. Et pourquoi est-ce que les ensilages sont si propices au développement des spores? C'est un peu ce que je vais vous montrer là, de la fauche jusqu'à la livraison du lait dans les camions. Les spores, en fait, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent du sol. Il y a 100 à 1000 spores par gramme de sol en moyenne. En été, il y en a plus. Les spores, donc, ne sont pas dans les plantes. Il y a moins de 100 spores par gramme de fourrage. Quand on fait des ensilages, il se passe plein de choses. Première chose, on compacte le fourrage. Faire un ensilage, c'est comme faire une choucroute pour ceux qui sont plus habitués à l'alimentaire. Donc, on place les fourrages, on les comprime pour être en milieu anaérobie, favoriser le développement des bactéries lactiques qui vont acidifier nos fourrages, qui vont se conserver dans le temps. Donc, plusieurs facteurs à considérer. Donc, on compacte nos fourrages. On est en milieu anaérobie, donc on favorise la germination des spores. Par contre, on va fermenter les sucres de nos plantes pour diminuer le pH, donc pour inhiber la germination de nos spores, favoriser la conservation. Donc, première chose à faire, c'est de réduire le nombre de spores dans les ensilages, donc en coupant les fourrages pas trop près du sol, qu'on recommande de 6 à 7 cm du sol. Puis, deuxième point, pour prévenir la germination, c'est de maîtriser l'acidification. Il faut une bonne vitesse, puis il faut atteindre notre pH final. Puis, pour atteindre le pH final, il faut qu'il y ait assez de sucre dans nos plantes. Puis, pour cette raison-là, les plantes sont coupées à un taux de matière sèche optimal. Donc, si la plante est très humide, lorsqu'elle est jeune, elle se compacte très bien. On a un milieu anaérobie, c'est bien. Par contre, il n'y a pas assez de sucre pour atteindre notre pH final. C'est pour ça qu'il y a des cibles recommandées selon est-ce qu'on coupe des légumineuses, des graminées ou du maïs pour avoir le taux de sucre suffisant pour conduire une bonne fermentation lactique qui va réduire l'incidence des spores dans les ensilages. Donc, ça, c'est pour les ensilages. Deuxième point, c'est les animaux. En fait, là, il y a une légende urbaine qui dit que lorsque les vaches consomment des ensilages, il y a automatiquement des spores dans le lait. Mais les spores ne migrent pas du système digestif à la glande mammaire. Les spores arrivent dans le lait par contamination une fois le lait sorti de la vache. Donc, les spores se concentrent dans les fesses, puis c'est lorsque les vaches vont se coucher sur le sol qu'ils vont contaminer leur pie, puis c'est comme ça qu'on peut amener les spores dans le lait. Donc, les points de contrôle, propreté des vaches, propreté des litières et bien sûr, hygiène parfaite lors de la traite. S'il y a des producteurs dans la salle qui nourrissent leurs vaches avec des ensilages. Puis là, j'ai une question pour vous.
On va faire une petite mise en situation. Supposons qu'on a 4 fermes. On a 3 fermes qui produisent un lait d'une excellente qualité, moins de 100 sports par ml, mais sur la même run de lait, on a un producteur ou une productrice qui produit un lait avec 30 000 sports par ml. Je vais y aller tranquillement, je ne vais pas y aller à main levée, là. Selon vous, est-ce que le lait, là, le lait de cette run-là, est-ce qu'il contient un peu plus que 100 sports, plus ou moins 7500 sports ou un peu moins de 30 000 sports? Roulement de tambour, ben, la réponse est B, 7500 sports. Donc, même si on a 3 laits qui produisent un super de bon lait, ben, dans la run, s'il y a un producteur qui est un petit peu plus négligent, ben, on va avoir des problèmes. Parce que dans nos fromages, ben, des problèmes sont possibles lorsqu'on a un lait qui a entre 5 et 1000 sports par ml. Donc, même si on a trois fermes qui produisent un excellent lait de moins de 500 sports, ben, on a des problèmes si on a un producteur fautif. La conclusion, c'est que la qualité, c'est l'affaire de tous. Il ne faut pas que. Il faut se rappeler qu'un seul bulletin contaminé peut ternir la réputation de tous. Puis, si vous voulez plus d'infos là, sur les sports à la ferme, ben, sachez qu'il y a énormément de littérature sur le sujet. Donc, oui, l'ensilage est un risque bien réel de fermentation butyrique. Puis la contamination se fait réellement à l'extérieur de la vache et non dans la vache. Finalement, les spores sont dans l'environnement de la ferme. Donc, c'est possible de produire des laits de qualité avec ensilage, mais il y a vraiment beaucoup de précautions à prendre. Puis là, la liste n'est pas exhaustive, là. On a parlé de hauteur de la coupe pour limiter l'introduction de spores dans les fourrages, maîtrise la matière sèche à la coupe pour avoir assez de sucre pour atteindre notre pH final. Puis, bien sûr, la propreté des animaux qui est essentielle. Elle est un petit peu vite. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sport à la ferme? Merci beaucoup, Julien, pour cette première partie. Fait que, comme je vous l'ai mentionné, soit à main levée, soit sur le chat, je suis à l'affût pour voir vos questions. En attendant que vous vous manifestiez, Julien, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a une petite idée des normes internationales en général ou peut-être dans les pays qui sont peut-être plus sujets à produire les types de fromage suisse, entre autres, là, les normes dans ces pays-là au niveau de la quantité de sport par millilitre acceptable? Ça, c'est difficile. On peut trouver de tout. Il y en a qui disent que c'est en bas de 500 sports, il y en a qui disent que c'est en bas de 1000 sports. Il n'y a pas de réponse définitive, mais on sait qu'au-dessus de 500 sports, il y a des problèmes. Puis, est-ce qu'il y a des méthodes qu'on pourrait mettre en place à l'usine pour nous protéger? Oui, mais ça va être la Ça deuxième va être la partie. deuxième Ouais. partie. Je vais parler des sports à l'usine là, dans les minutes qui vont suivre, là. C'est bon, on va se garder ça pour tantôt. Ouais. Parfait. Puis, au Canada, on n'a pas de normes à ce niveau-là, au niveau des bactéries thermoduriques, tout ça. Est-ce qu'on devrait en avoir, selon toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être oublier le concept de compte totaux au niveau du lait, puis de penser plus spécifiquement au niveau des bactéries qui peuvent causer des problèmes là-dessus? Donner ton opinion là-dessus, Julien. Mais moi, je pense que ça, sans être une norme, ça pourrait définitivement être un indicateur. Puis, on ne peut pas orienter et dire, bon, un lait a tel. C'est pas une réponse immédiate, c'est une réponse qu'on a après, bon, ça peut être long, là, la croissance des spores là, par méthode de culture, ça peut prendre de 2 à 5 jours. Mais définitivement, je pense qu'il pourrait y avoir plus de peut-être d'organisation sur différentes runs de lait. Si on sait qu'ils vont acheminer des unes de fromagerie, ben peut-être qu'il pourrait y avoir des travaux qui pourraient être faits pour payer le lait autrement, pour maximiser la qualité des laits, pour réduire le nombre de spores dans les ou réduire le risque, en tout cas, d'avoir des spores dans les laits. Oui, surtout sachant que le nombre de spores nécessaires pour créer des problèmes est beaucoup plus petit que la norme qu'on a sur le lait au niveau des comptes totaux. Fait que exact. Ces normes-là peuvent masquer bien des problèmes. Ouais. Ah là là. Bon, toujours pas de questions, à moins que je vois mal. Je vois rien. J'ai pas de.
J'ai pas de questions nulle part. Je vois aucune question non plus OK, dans le chat. c'est bon. Je te laisserai aller, Julien, puis peut-être que les autres sections vont susciter plus de questions et de commentaires. Oui, je m'adresse sûrement plus à des transformateurs, là, mais on y arrive, là. Parfait. Donc, pour la prochaine section, oui, comme on vient de le mentionner, là, je vais surtout parler de l'impact des sports à l'usine. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contrôler la qualité du lait, des fromages en affinage, puis les méthodes qu'on a aussi pour peut-être pas réduire le risque complètement, mais pour le réduire un peu là, par une séparation physique des sports, des méthodes de traitement chimiques, voire microbiennes. Donc, pour le contrôle de la qualité, sur le lait, je n'ai pas vérifié si c'était une méthode officielle, mais du moins le plus utilisé dans la littérature, c'est un dénombrement sur milieu spécifique pour les Clostridia. Donc, on fait chauffer notre lait à 85 degrés 5 minutes pour détruire les cellules végétatives. Par la suite, on fait croître les spores sur ce milieu-là sans oxygène. Ça prend 2 à 5 jours pour avoir un dénombrement. Dans le fromage, on peut utiliser ces méthodes-là. Par contre, les spores qui sont dans le fromage ont commencé à germer. Donc, c'est peut-être pas le meilleur outil pour caractériser, pour prévenir le risque, en tout cas, de développement, parce que, bon, oui, on produit nos fromages, mais ce qu'on veut, c'est pas affiner ces fromages-là qui seraient plus à risque pour rien. Donc, savoir à l'avance si on va avoir des problèmes pour pas faire de maturation en cave chaude, par exemple, ou pour les vendre peut-être un petit peu plus tôt pour éviter des pertes au déclassement. Donc, une méthode qui peut être utilisée, c'est la détermination du profil des acides gras libres volatiles du fromage. On appelle ça plus simplement faire un profil fermentaire. Pour vous parler du profil fermentaire, je vais vous introduire un petit peu à la lipolyse. Donc, la lipolyse, c'est quoi? Donc, vous connaissez sûrement la matière grasse laitière. Donc, on a 3 acides gras qui sont connectés sur une molécule de glycérol. Lorsqu'on a une lipolyse, il y a eu une lipase à l'œuvre qui va découper nos triacides glycérol, qui va donc libérer nos acides gras de notre glycérol. Je parlais d'acides gras libres volatiles. Les acides gras libres volatiles, ce sont les acides gras qui ont des courtes chaînes de carbone, donc de C3 à C10, de l'acide propionique à l'acide caprique. Pourquoi est-ce que je parle de ça, de la lipolyse? C'est parce que quand on a croissance de Clostridium, on a un débalancement de notre profil en acide gras libre parce qu'on a production de butyrate. Donc, pour prévoir si on va avoir un problème, on fait des calculs en fonction de différents ratios de certains acides gras libres. Donc, par exemple, lorsqu'on a un fromage sans fermentation propionique, un calcul qu'on peut faire, c'est la concentration de butyrate moins la concentration de 2 fois C6 plus 100. Si on a plus que 700 ppm, on a un risque très élevé de développer des problèmes en affinage. Donc, un exemple de calcul, ça c'est une étude qui est réalisée suivant la fabrication de parmesan. Donc, le calcul est simple ici en tenant compte des concentrations des différents acides. On arrive à 138, ce qui est inférieur à 700. Donc là, pas de risque de développement. Si on a une fermentation propionique, là, on a production peut-être de butyrate, mais surtout production de propionate par nos bactéries propioniques. Donc ici, on a un calcul différent. En fait, c'est le ratio de l'acide propionique sur la somme de l'acide propionique et de l'acide butyrique. Donc, si on a un profil fermentaire inférieur à 50 définitivement, on a une fermentation butyrique. Il faut arrêter l'affinage de ces fromages-là. Si, à l'inverse, on est au-dessus de 90 on a une fermentation propionique normale, donc tout va bien, on peut continuer nos fromages, notre affinage. Puis ici, c'est intéressant, ce calcul-là, parce que quand on a une fermentation propionique, on a un gonflement. Donc, on veut un gonflement, mais on veut s'assurer que notre gonflement est bien dû à notre croissance de propionibactéries et non de Clostridium. Donc, encore une fois, je vous ai laissé un exemple de calcul. Ça, c'est des émentales qui étaient produits, donc avec production de propionate, là, sans aucun doute, avec un profil fermentaire de 99 Mais bien sûr, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont accès à ces analyses-là. Nous, à l'Université Laval, on est capable de les faire, ces analyses-là, mais je ne pense pas qu'il y ait de labo externe qui les offre. Donc, si jamais vous avez des problématiques pour des analyses ponctuelles, éventuellement, il pourrait peut-être avoir un service à l'Université Laval, mais pour l'instant, là, on n'a pas grand-chose de monter. Donc, ça, c'est pour le contrôle de la qualité.
Maintenant, si on parle de la séparation physique des spores. Là, ici, j'ai essayé de penser à des possibilités pour les plus petites entreprises, puis pour les plus grandes. Une méthode ancestrale qui est applicable à l'échelle plus très artisanale, disons, c'est l'écrémage naturel du lait. Parce que lorsque le lait s'écrème, naturellement, la matière grasse emporte avec elle les spores, les bactéries butyriques. Bien des bactéries, notamment les bactéries butyriques. Donc, lorsqu'on fait des fromages qui sont très pauvres en matière grasse, ça pourrait être une opportunité. Donc, on utilise la phase maigre pour faire notre fromage, on a la crème pour faire autre chose. Bon, c'est pas la méthode la plus efficace, mais quand on n'a rien d'autre, bon, ça pourrait aller, mais on a une réduction maximale de 90%. Une méthode ici qui est applicable pas mal juste à l'échelle semi-industrielle, c'est la bactofugation. La bactofugation, ici, on a une séparation physique des spores par centrifugation. Donc, on prend pour acquis que les spores sont plus denses que les autres constituants, plus denses que les bactéries végétatives, plus denses que la crème, le lait écrémé. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire une séparation. Par contre, une seule bactofugation n'est pas si efficace. En fait, on a un traitement beaucoup plus efficace si on a 2 traitements en série. Prends l'exemple, on a un lait cru qui a 10 000 spores par ml. Un premier traitement, si on réduit de 98%, on a encore 200 spores. Ça peut être encore à risque. Un deuxième traitement avec une efficacité de 90% nous amène à 2 spores par ml, mais là, on est pas mal plus en confiance. Dernière méthode, la microfiltration. Comme la bactofugation ici, c'est uniquement pour l'échelle industrielle. Donc là, on va filtrer nos spores, donc on les sépare par filtration. La réduction est de 99,5%, très efficace, mais là, il faut considérer l'encrassement des membranes, le lavage, c'est des systèmes qui sont très coûteux aussi. Puis autant dans le cas de la bactofugation que la microfiltration, les traitements physiques ne sont pas suffisants parce qu'on a quand même un 5 à 10% de concentré de spores, donc les bouts du côté de la bactofugation, le rétentat du côté de la microfiltration, qu'il faut traiter avec un traitement UHT pour détruire les spores, par la suite réintégrer ces laits chauffés à ultra haute température dans notre lait traité. Au niveau des traitements chimiques, selon le règlement sur les aliments et les drogues, il y a 2 additifs qui sont utilisés, le lysozyme, le nitrate de potassium. Au niveau du lysozyme, il n'y a pas de maximum qui... Bon, on peut y aller à la dose qu'on veut là, en respectant les bonnes pratiques de fabrication. On peut l'utiliser autant dans les fromages avec indication de la variété, comme le Suisse, Gouda et Dame, que les cheddar. De façon usuelle, on ajoute 2,5 à 3,5 grammes de lysozyme par 100 litres de lait, mais ça dépend de la concentration initiale de spore dans le lait, comme vous voyez dans le tableau. Il faut aussi considérer le rendement prévu parce que le lysozyme est pas mal tout retenu dans la matrice fromagère. Donc, si on s'attend à des plus grands rendements, si on a des laits enrichis, il faut utiliser plus de lysozyme pour avoir la même concentration dans le fromage à la fin. Bon, comment ça fonctionne le lysozyme? On va lyser la paroi des grammes positifs, mais pas les bactéries lactiques ni les propionibactéries. On va seulement lyser les cellules végétatives, par exemple, donc aucun effet sur les spores. Puis il y a certaines souches de Clostridium qui sont résistantes. Donc pour moi, le lysozyme, c'est un pansement, ça peut nous aider. Dans la littérature, on dit que ça empêche le gonflement si on a moins de 500 spores par litre. Par contre, quand on a plus que ça, là, ça va être plutôt un retardateur du gonflement. Au niveau du nitrate de potassium, là, c'est beaucoup plus réglementé. On a droit d'en utiliser, par contre, pas plus de 200 ppm dans le lait. Il ne faut pas en avoir plus de 50 ppm dans le fromage. Puis c'est pour des utilisations très spécifiques. Les précisions, là, c'est que c'est pour les fromages affinés qui ont maximum 68% d'HFD. Il faut que la fermentation soit terminée plus de 12 heures après la coagulation. Donc des fromages salés en saumure, généralement. À haut pH, comme Suisse, Gouda et Dame. Puis on peut aussi l'utiliser dans les fromages affinés qui sont emballés sous vide. Donc, au niveau des doses, bon, je ne vais pas aller trop dans le détail non plus, mais puis je vous épargne aussi du mécanisme d'action des nitrates. Ce qu'il faut, si vous voulez comprendre le mécanisme, simplement, c'est que le nitrate va se transformer en nitrite en cours d'affinage, puis c'est là qu'il va avoir un impact en oxydant nos cellules végétatives. Mais encore là, ce n'est pas une solution parfaite. On est toujours mieux de ne pas avoir de bactéries sporulentes dans le lait de départ. Sinon, dernier aspect du contrôle, un aspect plus microbien. Moi, quand je parle des bactéries, c'est
je touche toujours un petit peu d'anthropomorphisme, là, mais c'est juste pour des fins de vulgarisation. À l'échelle bactérienne, dans le fromage, là, c'est un peu la guerre. Tout le monde tire sur sa couverte là, pour aller chercher. C'est un peu une course aux nutriments, si on veut. Donc, l'aspect compétition peut aussi être mis de l'avant pour compétitionner contre les Clostridium, parce que certaines bactéries produisent des bactériocines qui ont un impact sur des bactéries à gram positif, comme certains pathogènes, Listeria, les Clostridia, puis aussi un impact sur la croissance de levures moins sûres. Donc, quand on parle de Clostridia, là, on ne s'intéresse pas aux levures moins sûres, simplement pour vous dire. Là, les bactériocines, deux stratégies. Soit on utilise des bactéries qui produisent des bactériocines. Certains fournisseurs de ferments comme Danisco, Hansen, DSM ont des propositions. Je ne les ai jamais essayées pour les Clostridium. Il y a DSM qui fait des séminaires là, qui disent qu'ils ont plus d'impact sur les Clostridium. Je ne les ai jamais essayés. On peut aussi ajouter des bactériocines purifiées. Donc, ici, on a encore une fois un impact seulement sur les cellules végétatives. Mais bon, il y a différents produits qui sont commercialisés en Europe pour ces fins-là. Maintenant, ce que la recherche en dit, parce qu'il y a des gens à l'Université Laval, au Stella, qui travaillent là-dessus, M. Ismaël Fliss notamment. Donc, ils ont fait des travaux sur le cheddar où ils ont comparé les cellules, des souches productrices de bactériocines et des bactériocines purifiées. Ils ont vu un impact sur les Clostridium. Ils ont vu des réductions sur le nombre de Clostridium dans le temps, en cours d'affinage, autant à l'échelle modèle qu'à l'échelle pilote. Puis un truc intéressant qui est sorti de ça, c'est que l'utilisation de bactériocines purifiées accélère grandement la protéolyse en cours d'affinage. Peut-être que c'est parce que ça induit un petit peu plus d'autolyse en cours d'affinage. Mais plein de questions sans réponse, bien sûr. Quand est-ce qu'on devrait ajouter l'anisine? On ne le sait pas. C'est quoi l'effet sur la cinétique d'acidification? L'effet sur d'autres technologies comme les Suisses, les Gouda? Parce qu'ici, on a comparé un produit que naturellement un ratio sel sur eau assez élevé, donc qui contribue à réduire l'incidence des spores. Puis, il n'y a pas d'études qui ont été faites non plus pour mesurer la diversité de la microflore suivant l'utilisation de ce genre de produits. Puisque la législation en dit au Canada, pas beaucoup d'applications. Donc, je parlais d'utilisation de l'anisine purifiée. C'est permis dans certains produits de fromage fondu, donc pas encore dans des fromages comme le Gouda ou l'emmental. Il y a l'entreprise Inodal, une entreprise québécoise qui se spécialise dans la production de bactériocines qui on ne le voit pas dans les règlements, mais ils ont fait approuver la pédiocine comme agent technologique. Donc là, il y a de la documentation qu'il faut qu'il soit produite par Santé Canada, mais éventuellement, il pourrait peut-être avoir des applications au Canada pour des bactériocines pour réduire l'incidence des bactéries sporulentes. Donc, j'ai préparé un petit résumé. Là, ça fait le tour des bactéries sporulentes de la ferme à l'usine. Donc, si on veut gérer les spores butyriques, j'ai fait des petits arbres décisionnels. Donc, à la ferme, est-ce qu'on a des ensilages? Oui ou non? Bien, si on n'en a pas, on est content. Mais si on en a, ben là, il faut faire attention. Il faut faire attention dans les champs. J'ai parlé de taille de la coupe, matière sèche, taux d'inoculation ou d'additifs pour la fabrication des ensilages. Il faut faire attention à l'étable, la propriété des litières, la propriété des pies à la traite, des systèmes de traite aussi. Puis dans le transport, ben, se rappeler qu'une entreprise fautive peut nuire à la qualité de tous. Si on se rend plus à l'usine, le schéma est un petit peu plus complexe. Est-ce qu'on sait d'où vient notre lait? Si oui, mais est-ce qu'on sait s'il y a eu des ensilages dans le lait? S'il n'y en a pas eu, on est vraiment content. C'est l'idéal pour la fromagerie. On sait que c'est le risque pratiquement zéro. Mais si oui, ben, voir page précédente, le schéma que je viens de vous montrer. Donc, si on ne sait pas d'où vient le lait, comme c'est généralement le cas, ben, est-ce qu'on a du fromage affiné? Si on ne fait pas de fromage affiné, ben, on n'a pas associé les Clostridium. Mais si on affine nos fromages, ben, est-ce qu'on a un pH supérieur à 5, un sel sur eau inférieur à 5 aussi? La réponse est non. Ben, encore une fois, on est content. Il faut juste faire attention au refroidissement après fabrication, puis s'assurer qu'on n'a pas d'écart au niveau de l'humidité des fromages qui pourrait affecter le ratio sel sur eau, puis éventuellement permettre la croissance de Clostridium. Donc, si oui, on a un pH au-dessus de 5, un sel sur eau inférieur à 5, ben, est-ce qu'on affine en dessous de 8 degrés? Si on affine en dessous de 8 degrés, ben là, on réduit beaucoup le risque de croissance de Clostridium. Mais sinon, ben, prévoir un suivi de la qualité du lait,
prévoir éventuellement une bactofugation, une MF, des intrants chimiques, utilisation de souches protectrices. Ben là, c'est plein de questions auxquelles les entreprises doivent répondre. Avez-vous des questions?